Alors quand je parle de climat, c'est toujours sur la côte, dès qu'on va en montagne, c'est plus pareil, c'est de haute montagne. Alors le point chaud, c'est quoi? C'est quand du magma remonte, perce la côte océanique, ça forme un volcan sous-marin, une île, quand ça sort, ça forme des îles. Et avec la tectonique des plaques, on sait que ça se déplace, donc ça perce, ça se déplace, ça perce, ça se déplace, etc. Et donc, c'est la seule hypothèse, si vous voulez, qui justifie la différence d'âge entre les îles. Au début, il était question que ce soit une partie du méga-continent, le Pangea, qui soit détaché, qui ait formé les îles, mais elles auraient toutes le même âge. Ça, c'est pas le cas. Tenerife, elle s'est formée en plusieurs étapes. Il y a 3 massifs qui ont émergé des eaux dans un premier temps. Le massif d'Anaga, c'est le plus ancien ici. Je vous recommande d'y aller. Le massif d'Etenon, c'est là où on ira après le repas. Et le massif d'Adérès, c'est là où vous êtes dans les hôtels. D'accord. Ensuite, toute la formation primaire à force d'éruption volcanique, tout ça, ça s'est unifié. Ça a duré 7 millions et demi d'années. Et ce qui nous intéresse au milieu, le volcan, donc le TID, la première fois qu'il prend forme, c'est à peu près il y a 300 000 ans. Alors à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe? Il va atteindre une altitude de 5-6 000 mètres. Je ne sais pas si vous connaissez l'altitude actuelle, vous vous souvenez ou pas? 3817. Voilà, 3718. 700, ouais. 3718. Et qu'est-ce qui se passe? Alors 5-6 000 mètres d'altitude, tout l'édifice va collapser par le cratère. Il va y avoir 7 épisodes comme ça de construction-destruction, et cette succession de construction-destruction va former ce qu'on appelle la caldeira, ici en pointillé. Le chaudron, le cirque, tout ça c'est la même chose. Imaginons que le diamètre initial ce soit ça, ça collapse par le cratère, il nous reste tout autour des parois. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la caldeira. Un gros cratère en fait. C'est pas exactement le terme exact. Caldeira, c'est le terme exact. Ensuite, la dernière fois qu'il prend forme, c'est entre 150 et 170 000 ans. Pour le voir, tel qu'on va le voir nous ce matin. On n'a pas de témoignage d'éruption de ce volcan. Par contre, vous verrez à partir des 2 dernières coulées de lave, on a pu faire prélever des roches, faire une datation de carbone 14 et une estimation donc, de sa dernière éruption. Ça remonterait à 700-800 ans, au Moyen-Âge à peu près. D'accord. Alors, il fait partie du parc national du TID. 19 000 hectares de parc national, il était classé en 1954 une première fois et en 2007 patrimoine mondial de l'humanité. Donc on va être toute la matinée dans un endroit extrêmement protégé. Je vous déconseille de cueillir des fleurs, d'emmener des pierres de lave à la maison, etc., etc. Il y a des gardes qui tournent et ils peuvent vous mettre des amendes, c'est complètement interdit. Tout ce qui est dans le parc doit rester dans le parc. Tout autour du parc national, vous avez environ 50 000 hectares de pin canarien, le Pinus canariensis. C'est un pin de type méditerranéen qui s'est adapté ici. Et très important pour 2 raisons. Alors, la première, c'est grâce à lui qu'on a de l'eau douce ici. Donc, je vous explique comment ça se passe. Les vents qui prédominent sur les Canaries sont les alizés. Ils envoient toujours les nuages du nord vers le sud comme ça. Et toutes les îles qui ont un petit peu de relief, c'est-à-dire 5, 6, 700 mètres d'altitude, ces nuages vont arriver et vont rester bloqués soit dans les volcans, soit dans les collines, les montagnes qui sont en fait d'anciens volcans, ou alors dans la végétation, comme c'est le cas ici. Et quand ça se met dans la végétation, l'humidité des nuages condense sur les épines, ça filtre au sol puisque c'est volcanique et ça nous crée des nappes phréatiques, des réserves d'eau douce. D'accord. Ici sous vos pieds, on est ici à Villaflor, il y a une nappe phréatique très importante. Cette eau on la met en bouteille, c'est la Fuente Alta. Il faut attention à ce que vous buvez dans les hôtels. Et là ici à la Rotava, il y en a une autre qui est très importante, cette eau on la met également en bouteille, c'est la Fonte Teide. Donc on a 2 eaux minérales ici à Tenerife, il y a de l'eau minérale à Grande Canarie et sur l'île de La Palma. C'est tout. Après, il y a une multitude de petites réserves d'eau. Cette eau, on va quand même les chercher. C'est tous les tuyaux, vous voyez, enchevêtrés en bord de route parfois. Ça sert plutôt à irriguer les plantations. Vous avez vu la banane, la vigne. La vigne ici, toutes les cultures. Après, on désalinise l'eau de mer. Également, les hôtels les plus importants, les mairies les plus importantes ont leur propre désalinisateur. Ça part sur les robinets de maison. Et puis enfin, on retraite les eaux noires, les eaux usées. Et ça, c'est surtout pour les terrains de golf, il y en a pas mal, les fleurs dans la mairie, toutes ces choses-là. Donc l'eau, on fait attention, c'est très important. La deuxième particularité du pin canarien, c'est qu'il est relativement résistant aux incendies, au feu. Tous les ans, il y a des incendies, surtout l'été. On a nos températures printanières toute l'année, mais on a quand même 2 phénomènes climatiques qui nous arrivent. L'hiver, les tempêtes tropicales, c'est que d'ouragans qui arrivent des États-Unis. C'est plus de l'ouragan, mais c'est des vents à 85 km/h, de fortes précipitations. Ça, c'est une chose. Et l'été, on a la Kalima, c'est le sirocco de chez nous. C'est ce vent qui vient du Sahara, un vent chaud, qui transporte tout ça très fin en suspension. Vous savez, sur les voitures, des fois, vous avez cette poussière rouge. En fait, nous, ça nous arrive de plein fouet. On a 280 km des côtes marocaines, puis ça remonte en Europe. Donc quand ça arrive chez vous en Belgique, bon, c'est atténué, mais c'est la même chose. Et donc à ce moment-là, les températures montent à 40-45 degrés. Et donc là, tout ce qui est au sol, les épines de pin, etc., ça devient hyper inflammable. Un mégot de cigarette, un bout de verre cassé, n'importe quoi, et ça part en flamme. Alors qu'est-ce qui se passe quand il commence à brûler? Il commence à brûler comme tous les arbres, mais lui il a la particularité d'avoir une écorce d'environ 8 cm, avec différentes couches comme ça, donc très dur à atteindre au niveau du cœur. Le cœur, c'est ce qu'on appelle le TA, c'est très très dense, c'est imputrescible, dur aussi à atteindre. Et puis quand ça monte vraiment en température, la sève va cristalliser autour du cœur du pin, ça va le protéger, ça va l'empêcher de brûler complètement. C'est des pins qui en moins de 6 mois font des repousses. Vous avez vu ça l'année dernière, mais vous allez voir quand on va continuer là par la route, sur la droite, vous regardez, il y a une partie qui a brûlé il y a 2 ans et demi maintenant de ça.
les troncs sont tout noirs carbonisés et tout le reste est ouvert au-dessus. D'accord ? Donc si, évidemment, s'il y a incendie sur incendie, il ne fait pas de miracle. Mais au moins sur une première fois, il est résistant. Donc ça c'est une chose, le pin canarien. Bon, l'île a fait un petit peu moins de 2000 hectares, il faut compter 1 million d'habitants sur la province de Santa Cruz de Tenerife. L'archipel est divisé et partagé en 2 provinces, ça correspond un petit peu au département de chez nous, enfin en France, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. Donc d'un côté vous avez la province de Las Palmas des Gran Canaria avec Grande Canarie, Fuerte et Lanzarote, et de l'autre côté vous avez la province de Santa Cruz de Tenerife avec Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro. Donc sur la province de Tenerife, 1 million d'habitants de l'autre côté également. L'ensemble de l'archipel est représenté au Parlement à Madrid par alternance tous les 4 ans, un coup c'est Tenerife et un coup c'est Grande Canarie. D'accord. Vous connaissez le drapeau canarien ou pas? C'est une association du drapeau de Tenerife. Alors ça c'est celui de Tenerife particulièrement. Ouais. La croix avec le fond bleu. Ouais, genre Scapa comme ça. Voilà. Sinon le drapeau canarien c'est une association du drapeau de la province de Tenerife et de la province de Grande Canarie. Donc c'est blanc, bleu, jaune. Blanc, bleu et bleu, jaune. D'accord. Blanc-bleu pour Tenerife, bleu-jaune pour Grande Canarie, on les met ensemble, blanc-bleu-jaune. Cette pyramide qui représente les 7 îles volcaniques, d'accord. La couronne, puisque c'est une royauté ici également, et 2 chiens accolés de chaque côté, puisque l'emblème de Grande Canarie, c'est le chien, c'est d'ailleurs ça qui a donné le nom aux îles, Gran Canaria, du latin can canis, l'île aux nombreux chiens. Quand les premiers explorateurs sont arrivés sur cette île, il y avait de nombreux chiens, donc ça s'est appelé comme ça, puis le nom des Canaries s'est étendu à l'ensemble des gens de l'archipel. D'ailleurs, ce sont les îles qui donnent le nom du petit oiseau et pas l'inverse. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait nous aujourd'hui? Pour l'instant, on est parti de Las Américas, on a pris un petit coup d'autoroute, on est monté par une route secondaire, et là on a Villaflor, 1500 mètres d'altitude. Là c'est la mairie, le village avec la mairie la plus haute d'Espagne. C'est pas le village le plus haut d'Espagne, mais avec la mairie la plus haute d'Espagne. On va faire une petite pause de 20-25 minutes ici, pause café, pause toilette, parce qu'après plus on va monter, vous allez voir, moins il y a d'arbres. Alors après, un peu dur. On va continuer ici, on va rentrer donc dans le parc national, dans la caldeira, on fera un petit arrêt photo entre temps, on va aller se poser au pied du volcan, le Parador. C'est un hôtel, les Paradors en Espagne sont des hôtels qui appartiennent au gouvernement espagnol. On fera une pause de 40-45 minutes ici, je vous donnerai les infos, puis après vous aurez le temps d'aller vous promener un petit peu. On va revenir sur nos pas ici, on va traverser un champ de lave, on s'arrêtera au pied du Pico Viro, c'est un cône adventif du TID. En fait c'est un volcan siamois. Ici, la chambre magmatique, elle se trouve à peu près à 6 km sous le volcan. Lors d'une éruption volcanique, le magma remonte, au lieu de sortir par le cratère central, il est sorti sur un flanc qui était fragilisé, et ça a créé ce qu'on appelle un cône adventif, donc un volcan collé au TID. Donc j'appelle ça un volcan siamois. Sur cette même route, on ralentira à côté de 2 volcans. Alors le premier, c'est le Boca Cangrejo, les Bouches du Crabe. C'est un des premiers témoignages d'éruption volcanique ici à Tenerife. C'est 1492, ça vous dit quelque chose? Non, Colomb? Quand il part à découvrir du Nouveau Monde, il passe par les îles Canaries, cet homme-là. Et pour cette raison et pour une autre, il ne mettra pas les pieds à Tenerife sur le premier voyage. Donc le volcan en éruption, c'est un peu l'île du diable déjà. Et puis il y a encore la guerre à Tenerife. Vous savez que les îles n'ont pas toujours été espagnoles. Il y a des peuples d'origine berbère qui habitaient les Canaries bien avant la conquête espagnole. La conquête elle commence en 1402 et s'achève en 1496. Donc 1492, il y a la guerre et le volcan en éruption. Donc lui, ça lui a suffi, Colomb, directement à La Gomera. Courageux mais pas téméraire. Donc la Gomera, on l'a longtemps appelée la Colombine, la Isla Colombina. Il reviendra en 1493 et il reviendra une dernière fois en 1498. On le soupçonne avec les collègues d'avoir une maîtresse. Béatrice de Bobadilla, la femme du comte de Perron. C'est entre nous. C'est lui qui a ouvert la route du commerce des Amériques vers l'Europe. Les premiers maïs qui ont été pour le moins en France semés, plantés, récoltés, mangés en France venaient du Pérou, ils sont passés via la Gomera. Les échanges ont commencé à cette époque-là. La papas alugadas, on en parlait, vous savez, la petite pomme de terre canarienne. Vous la connaissez ou pas? Petite pomme de terre avec du sel dessus, avec les 2 petites sauces. Non, vous êtes arrivé quand? Dimanche. Non, samedi. Samedi. C'est tout début. Vous allez voir, vous allez en manger, il y en a partout. C'est des petites pommes de terre nouvelles qui sont cuites dans de l'eau très salée. Donc il y a une poudre de sel qui se dépose dessus, puis c'est accompagné en général avec une sauce rouge épicée, une sauce verte très aillée. Ça c'est la pomme de terre originale des Canaries, c'est la pomme de terre des Andes qui est arrivée ici après Colomb en fait. Maintenant il y a des dizaines de variétés de papas alugadas, de pommes de terre canariennes. L'original c'est la yema huevo, c'est un peu la vitelotte de chez nous, je ne sais pas si vous la connaissez, la peau violette et le cœur est couleur jaune d'œuf. Yema huevo, jaune d'œuf. Vous les goûterez. Donc voilà, Colomb, puis après, juste derrière, on verra le Chiniero.
on ralentit hein, si on n'a pas la place de s'arrêter. Le Chiniro, c'est la dernière éruption qui a eu lieu ici à Tenerife en 1909. D'accord. La fréquence des éruptions sur les îles, à Tenerife, c'est tous les 100 ans. Là, on est dedans. Ça devrait bien se passer. Après, on va continuer ici. Je pense qu'on fera un dernier arrêt sur une rivière de Lade et puis on va aller déjeuner à El Tanque aujourd'hui. Enfin, si je ne me trompe pas, mais je crois qu'ils sont toujours en vacances les autres. Alors le repas, lui, n'est pas compris dans l'excursion, ça vous le savez. Le restaurant propose un menu. Est-ce que vous êtes venu avec un pique-nique ou Oui, on a pris un petit pique-nique. Il n'y a pas de souci. Je sais pas. Ils ont l'habitude. Non, non. Le restaurant, il a l'habitude. Soit les gens viennent à un pique-nique, soit vous prenez le menu que propose le restaurant. C'est une question de fluidité, de facilité un petit peu, parce qu'on a une petite heure pour déjeuner. Donc là, vous avez une soupe maison en entrée, du poulet salmorejo, des papas arrugadas, de l'eau, du vin de pain, bref, il y a tout. En dessert, probablement une banane. Vous avez vu toutes les serres? Tout ça, c'est de la banane. Production des Canaries, 400 000 tonnes annuelles. C'est le plus gros producteur exportateur d'Europe. C'est d'ailleurs le seul produit qui part à l'export. Tout ce qui est produit ici, sinon ça reste ici. La banane part principalement sur la péninsule ibérique. Donc il y a le menu à 9 € si ça vous tente, au lieu du pique-nique. Ou alors il propose également à la carte, des sandwichs, enfin, ouais, vous faites ce que vous voulez finalement. Mais si vous prenez le menu, j'ai besoin de savoir à la fin de ma petite présentation. Comme ça, on m'appelle. Et quand on arrive, c'est prêt, tout est prêt. C'est facile, c'est plus. Après le déjeuner, on va reprendre la route et on va se diriger sur le massif de Teno. Donc on va monter dans un premier temps en haut du massif et on descendra au petit village de Masca, donc un petit village pittoresque qui est connu aujourd'hui pour la descente des gorges de Masca. Vous avez peut-être entendu parler de ça aussi, non? Vous verrez, ils vont vous le proposer, je pense, parce que c'est 1 million de visites à l'année maintenant, Masca. En fait, c'est une descente qui se fait du haut du village et on descend jusqu'à la mer, la petite crique. Et puis maintenant, avant on remontait, puis ils sont aperçus que les gens finalement ils n'aimaient pas trop remonter. Ils ont mis en place un système de bateau-taxi qui nous emmène donc jusqu'à Logidantes, ici le port. Vous êtes à quel hôtel? À Riocas. Ouais, Riocas, donc à La Caleta. Je pense que vous irez voir Logigantes durant votre séjour. C'est des falaises en fait, qui sont absolument magnifiques, très impressionnantes. Ça va de 3 à 600 mètres d'altitude. Vous allez faire un petit tour sur le port de Gigantes, vous verrez, c'est très très beau à voir. Ou si vous allez voir les dauphins et les baleines, je pense que vous avez peut-être dû faire ça vous déjà depuis l'Europark. Non, les dauphins et les baleines en bateau. Ah oui, en mer. On le fait vendredi. On le fait vendredi, je pense juste. Que vous irez au pied des falaises. Il me semble. Et en général, vous faites une pause baignade devant la petite crique de Masca. Oui, nous, on sera dans le haut du village, la crique elle est en bas. Il y a entre 2h30 et 4h de descente, selon la capacité à marcher. Et c'est ici notamment qu'on a trouvé des restes de ces fameux Guanches, donc ces premiers peuples d'origine berbère. Comment on sait qu'ils étaient d'origine berbère? On a trouvé des écritures 100% berbères, des corps momifiés, un peu comme en Égypte, des armes, des outils, des poteries, de la vaisselle, bref. À partir de tout ça, on a pu en déduire l'origine de ces peuples. Et puis, voilà, la journée passe vite, vous verrez, pendant la route, et on sera de retour aux hôtels autour de 16h, 16h30. Ça va? Impeccable. Moi, je donne des infos en général à tous les arrêts, donc venez tout de suite vers moi dès qu'on s'arrête, je donne les infos pour tout le monde. Puis après, il y a le temps d'aller faire la photo ou la balade. En général, c'est des arrêts de 5-10 minutes. Et puis, donc, au TID et à Masca, c'est 30-40 minutes, voire plus. Si je parle pas trop, vous aurez plus de temps. Profitez bien des toilettes ici, parce que c'est vrai qu'en montant, il y a des arrêts, mais jusqu'au Parador, il n'y a pas possibilité d'aller aux toilettes. Et je vous donne quand même 2 spécialités de café, parce que vous pouvez les connaître. Il y a un truc qui s'appelle le cortado leche leche. Vous parlez un peu espagnol ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas fait espagnol, deuxième langue, troisième langue? Non. Cortar, c'est coupé en espagnol, donc leche leche, lait de lait, les concentrés de café noir, les naturels, c'est tout doux, ça passe bien. Et il y en a un autre que les gens adorent, c'est le barraquito, donc c'est la même chose, on rajoute un petit coup de liqueur 43 là-dedans. C'est vraiment pas pour l'alcool, ça donne un petit goût citronné très très sympa, petit zeste de citron, un peu de cannelle par-dessus, c'est génial. C'est la liqueur qui rentre, c'est... Voilà, si vous demandez un barraquito sans café, ça va être chaud. Ça va? Ça va. Impeccable. Merci bien.